La Page de Guadeloupe est une association qui œuvre dans le domaine social et médico-social. Elle a pour objectif d'agir auprès des pouvoirs publics pour qu'ils assurent aux personnes handicapées et à leurs familles l'aide morale qui leur est due, par l'éducation, la culture, l'organisation des sports, des loisirs et des vacances, les soins propres à leur état et leur insertion dans le monde du travail. La Page de Guadeloupe, c'est 8 établissements, 472 usagers, 113 salariés. Qu'il on est puisqu'il l'argent qui belle grand qu'est-ce qui plein formateur ça moins qu'à parler là c'est ça tout le monde c'est venu tous les jours tout veille au bord finette aller au qu'à lever le bon matin l'eau de l'amour ça plus belle qui soleil qu'à lever au loin derrière l'horizon qu'à venir porter lumière et puis chaleur là pour nous tous si tu peux tout faire devant portant l'eau qu'à partir le matin. L'eau de l'amour, l'eau de l'amour, l'eau de l'amour, l'eau de l'amour. Quand la page apparaît, nous sommes en 1978. Quelles sont les circonstances et la présentation sociologique du pays est très particulière. La personne handicapée n'est pas encore totalement reconnue pour une personne. Les droits du citoyen en situation de handicap ne sont pas encore reconnus. Il n'y a pas de scolarisation, il n'y a pas d'accueil dans les établissements médico-sociaux, il n'y a pas d'accueil dans les loisirs. Les familles ont du mal à se faire accompagner et soutenir. Et c'est toutes ces situations, je dirais, psychosociologiques qui ont conduit les administrateurs qui sont encore présents aujourd'hui à se mobiliser autour de cette question. Quelqu'un qui est en situation de handicap en Guadeloupe, il a moins de chances que quelqu'un, c'est la perte de chance, que quelqu'un qui est en métropole. Je dirais que celui qui est en Guyane a encore moins de chances par rapport à celui de Guadeloupe. Et des élus associatifs comme moi, on a porté ça au niveau des pouvoirs publics, qui le savent déjà, au niveau parisien, mais il faut le leur répéter pour que l'égalité de la République elle soit une réalité sur le terrain. On a le foyer au départ, qui est un foyer occupationnel, et l'association souhaite justement à ce moment-là se mettre en accord avec sa pensée. C'est déjà accueillir les personnes pour les sortir de l'anonymat et leur donner un statut de personne. Ensuite, en 1985-1990, l'ESAT, d'abord le module de Basse-Terre, ensuite Anse Bertrand et Benao en 1990. On le réceptionne, on les épluche, puis après on le fait cuire dans la marmite de cuisson et après on le met dans la conditionneuse pour finir et la finition de la confiture se met dans une salle. Alors nos clients, on a des collectivités, restauration, cantine, on a certains particuliers parce qu'on vend aussi
à la chaîne de Carrefour. Mais on a 2 conditionnements différents. Alors, pour les collectivités, c'est des cartons de 192, et soit par parfum, soit mélangés. Et pour les particuliers, on fait des filets où il y a 10 coupelles dedans et on mélange les coupelles. Il y a 5 parfums qu'on fait. Banane, ananas, patate, mangue et goyave. Et on va peut-être lancer le giromont. Il faut savoir qu'on fonctionne avec des fruits de saison. Donc, par exemple, la mangue là, et la goyave, c'est à un certain moment dans l'année. Donc, c'est pour ça qu'on stocke en chambre froide. Les autres fruits, banane, ananas, patate, on a quasiment toute l'année. Le groseille aussi, c'est en fin d'année. Donc, on est labellisé Logorup. Oui. Ça veut dire qu'on utilise au moins à 51% minimum de produits locaux. On utilise le sucre de Gardel, les fruits d'ici, et ce sont que des fruits frais. Voilà. Ça, c'est important. Oui. Dans la législation française, retrouvailles créole est classée comme confiture extra à cause des produits frais et de la qualité de la constitution du produit. Ça rejoint ce qu'on se disait l'autre jour, aller chercher des créneaux d'excellence. Voilà. Montrer que handicap et excellence, ça peut se conjuguer, ça fonctionne bien. Il y a encore des marchés à prendre, tant au niveau de la confiture, des activités multiservices. Ma plus grande satisfaction, c'est au niveau des clients, des entreprises comme les particuliers ou bien même des responsables au niveau des collectivités par rapport aux prestations que nous effectuons. Parce qu'il faut savoir que quand ils concluent une convention ou bien même quand nous arrivons à obtenir un marché par appel d'offres, ils attendent la même qualité de prestation que n'importe quel prestataire extérieur du milieu ordinaire. Les ESAT ont un poids économique sur le marché local et nous devons le démontrer. Les Atalisés, une structure qui existe depuis 1985. Nous avons 3 modules. Un à Anse-Bertrand, un à Bastère et un module à Bémao. Nous comptons 54 usagers et ils sont encadrés par une dizaine de salariés, donc des éducateurs d'ateliers et nous avons aussi des éducateurs techniques spécialisés. Nous travaillons également avec un médecin, psychiatre. Nous avons un poste de médecin généraliste aussi, c'est pour assurer l'accompagnement, la prise en charge dans sa globalité. Et nous travaillons également avec le SAISPAGE qui est un service de suite. Donc, dans cet atelier, on s'occupe de véhicules de particuliers. Nous avons à la page un parc automobile. Et à partir de ce parc automobile, nous assurons l'entretien et le dépannage d'un bon nombre de véhicules. Nous faisons aussi la petite mécanique, ce qui est encore plus à la portée du public que nous accueillons, c'est-à-dire les tondeuses, la réparation des broussailleuses, tronçonneuses, etc. Et nous avons, ça tombe très bien, puisque dans tous les modules, nous avons des ateliers espace vert, donc du matériel à réparer. Généralement, les journées sont très chargées ici, puisque nous avons des ateliers où il y a toujours un flux tendu, notamment à la cuisine, où ils font 250 repas par jour, ainsi qu'en atteste conditionnement et des espaces verts qui ont un planning où on ne peut pas prendre encore d'autres clients. Donc on travaille pour 250 personnes, journaliers, donc on a des repas sans sel, des repas sans gluten. Nous avons des commandes spéciales pour 40 personnes parfois. Les 250 repas, c'est pour l'ensemble de la page. On a 3 modules, il y a un à Bastère, ici, à Bémao, à Anse-Bertrand. On travaille aussi pour les femmes des Abîmes. On a l'Horizon et cet Horizon à Jarry et différents hôpitaux. L'après-midi, ils font des activités de soutien, soit professionnels, ce qu'on appelle les soutiens de type 1, ou les soutiens de type 2, donc nous faisons du woka.
notre établissement, il y a 1 ou 2 travailleurs qui sont embauchés chaque année. Si vous voulez, c'est le Graal pour les éducateurs. Le dernier but, c'est que la personne en situation de handicap est capable, elle aussi, d'intégrer le milieu ordinaire comme tout le monde. Maintenant, les compétences des travailleurs en situation de handicap doivent être reconnues partout. Le développement que nous voyons aujourd'hui, c'est un développement qui est, je dirais, réfléchi avec les salariés. Chacun à sa place, mais avec l'ensemble des salariés, parce que tous ont porté une idée, un sentiment, une réflexion, une observation qui a permis de donner du sens à des projets à venir. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Quand on voit apparaître notamment les Horizons et le CPI EOS, on voit bien que c'est une continuité de prise en charge de traumatisés crâniens. Il n'existe rien en Guadeloupe à ce moment-là. Traumatisés crâniens cérébrisés. Les Horizons, donc c'est un établissement et service d'aide par le travail qui accueille principalement des personnes victimes de traumatisme crânien. On a un traumatisme crânien par rapport à un AVC, par rapport à un accident de la voie publique. On accueille aussi des personnes qui ont eu une tumeur au cerveau. D'accord, donc c'est le public, principalement ce public-là que nous accueillons au sein de l'établissement. Donc l'établissement, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il met au travail ces personnes-là, donc pour leur permettre de pouvoir réinsérer le monde du travail. Il faut savoir aussi que les personnes peuvent ne pas intégrer le milieu ordinaire parce qu'ils n'ont pas une capacité de travail suffisante et ils ne sont pas remis à 100% de l'accident ou de l'AVC. Donc ces personnes-là peuvent rester à l'ISAC le temps qu'il faut. On a une équipe éducative, donc à part les moniteurs d'atelier qui forment sur le plan professionnel, qui accompagnent sur le plan éducatif, nous avons une équipe qui intervient en parallèle, c'est l'équipe du SAISPAGE, donc qui font un travail sur tout ce qui concerne l'accompagnement social et professionnel. Aussi, nous travaillons avec l'UEROS, l'unité d'évaluation, avec la neuropsychologue et l'assistante de service social. Donc c'est un travail en partenariat que nous effectuons avec 2 autres structures de la page. Les Horizons fonctionnent sur 2 budgets. Un budget en action sociale et un budget en action commerciale. Cette partie commerciale permet de rémunérer les travailleurs des ateliers, des unités de production. J'ai fait les ateliers de multiservice à ce Gonfrier et j'ai vu Mme Mariva, elle m'a envoyé ici, en PAO. Voilà. Et ça me plaît bien et je voudrais rester. Et après, elle est en milieu ordinaire. Et M. Sébastien est très gentil avec nous, avec vous aussi, et je l'aime bien. Nous avons 5 unités de production. L'unité de production repassage, l'unité de production PAO, publicité assistée par ordinateur. Nous avons une unité de production espace vert. Nous avons une unité de production BTP, donc carrelage, peinture et petite maçonnerie. Et une unité de production multiservice. C'est vrai, on a des petits hauts et bas, mais ça c'est les humains. Où on se dispute pour le rien.
l'établissement, c'est un établissement médico-social. Donc le sigle est un petit peu barbare, mais c'est simplement une unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale. Pour un public bien particulier, les traumatisés crâniens, victimes d'accidents de la voie publique ou d'AVC, et aussi toute forme de lésion cérébrale. Au niveau des professionnels, c'est une équipe qu'on appelle pluridisciplinaire. Nous avons 2 médecins, un médecin psychiatre, un médecin rééducateur fonctionnel, une partie paramédicale qui est réservée à l'orthophoniste, une neuropsychologue, une assistante sociale, parce que malheureusement ces personnes ont d'énormes problèmes sociaux. Ensuite, l'équipe est complétée par une éducatrice technique spécialisée. C'est elle qui les reçoit dans l'atelier, c'est elle qui est chargée de réaliser avec les autres professionnels tous les tests qui nous permettent de les évaluer concrètement. Nous avons également un chauffeur homme d'entretien dans l'établissement qui s'occupe de toute la maintenance, de toute l'intendance. Et moi, je suis la directrice de cette unité. Alors, comme tous les jours. Comme tous les jours à la vaisselle. C'est la même chose que sur le mien. On ne dépasse qu'une seule boule à la fois, on est d'accord. Mais c'est une petite. Moi, je suis une psychologue spécialisée en neuropsychologie. Mon rôle à l'UEROS, c'est avant tout d'évaluer les personnes, de savoir, de faire un état des lieux sur qu'est-ce qu'il en est après la lésion cérébrale au niveau de leur fonction cognitive, qu'est-ce qu'elles arrivent encore à faire, qu'est-ce qu'elles ne peuvent plus faire et comment les aider à compenser ce qui marche moins bien. Donc on évalue, ensuite on a une phase de réentraînement et ensuite donc on leur propose une orientation en fonction du projet qu'ils ont. Donc on travaille ce projet-là avec eux, leur projet professionnel et leur projet social. Et ensuite on détermine si le projet correspond à leurs possibilités ou pas et on les aide à s'orienter en leur faisant des propositions à la fin de la session pour la suite. Je suis Madame Sandra Bedos. J'ai fait un AVC en 2012 et j'étais aphasie. Je ne parlais pas du tout. Et maintenant, grâce à l'orthophoniste que je vois, qui m'aide beaucoup, et puis moi, je fais aussi mon sport. J'ai remarqué avec le sport que je récupérais plus vite. Je suis à l'Euros et j'ai constaté que je parle de plus en plus bien. Grâce à eux, Madame Pessé, qui nous encadre chaque jour, elle est patiente avec nous parce qu'on n'est pas toujours facile avec elle. On voit l'assistante sociale, la neuropsychologue et puis l'équipe qui nous encadre est bien et je suis contente d'eux et puis j'espère que je suis là pour me réinsérer. Ils évaluent ici mes compétences et si je peux recommencer à travailler de nouveau. Le cheminement, donc la personne a son accident, quel que soit le type, donc elle est à l'hôpital, on lui fait les soins vitaux pour la réanimer, etc. Une fois que la phase de soins vitaux est passée, en général, les personnes sont envoyées en rééducation, donc dans des centres de rééducation, pour rééduquer tout ce qui est moteur et tout ce qui est cérébral, la mémoire, la concentration, le langage avec les orthophonistes. Et par la suite, donc les personnes rentrent chez elles, une fois que la rééducation est terminée. Et généralement, c'est là que pas mal de problèmes surviennent.
c'est pour m'épanouir. Parce que comme j'étais chez moi, je réfléchissais beaucoup à l'AVC que j'ai fait en 2010. Alors j'ai rencontré l'assistante sociale qui se trouve à Rico. Alors je lui ai exposé le problème. Alors il m'a orienté vers l'UROS. Généralement, à ce moment-là, les personnes sont un petit peu démunies, notamment les familles, ils ne savent plus trop quoi faire parce qu'ils ne reconnaissent plus leurs proches. Et c'est là que l'UROS intervient. L'UROS m'a permis de voir les choses d'une autre manière parce que j'ai pensé que par rapport à mon poste, mon activité antérieure, mon activité d'assistante de direction, je n'allais plus pouvoir y faire, que la vie était terminée pour moi. Donc l'UROS m'a boosté dans le sens de voir effectivement que je peux faire des choses. Et surtout l'esthétique, parce qu'on a eu l'occasion de me sous-estimer dans ce sens en me disant que par rapport à mon handicap, que je n'allais pas pouvoir faire des choses. Donc ici, on m'a valorisé, on m'a montré que je peux faire, que je peux aller en avant, et je pousse. Voilà. Donc je tiens à remercier toute l'équipe, principalement Madame Pesley, notre formatrice, la directrice et tout le reste, parce que sans eux, nous n'existerons pas, les personnes en situation de handicap. Parce qu'on a tendance à nous laisser pour compte, tout en croyant qu'on ne peut plus rien faire. Et il y a encore de l'espoir. Ce sont des personnes qui ont des parcours de vie comme vous et moi, très souvent, et qui brusquement, le ciel leur tombe sur la tête. C'est vraiment le mot, hein. Le ciel leur tombe sur la tête et tout est chamboulé, tout est vraiment renversé au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Tous les aspects de leur vie se trouvent complètement à l'envers. Et s'occuper de ces personnes-là, ça me permet à moi de prendre du recul face aux événements de la vie. Je me dis, si ces personnes-là vivent des choses aussi difficiles, il y a des choses auxquelles on accorde beaucoup d'importance et qui n'en valent pas la peine. La loi de 2002 est venue nous permettre de mettre en place le SAISPAGE, puisqu'il est demandé à toutes les associations qui œuvrent en faveur des personnes en situation de handicap de mettre en place des structures pour l'accompagnement. Donc ça nous a permis de conceptualiser le service encore plus loin que ce qu'on pensait au départ en termes d'accompagnement sur l'insertion professionnelle. On avait aussi une préoccupation sur l'insertion sociale, mais ça nous ouvrait une vision en disant mais la question est déjà chez nous. Et donc d'ouvrir encore beaucoup plus sur le type de poste même qu'il aurait fallu dans ce type d'établissement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il arrive à travailler en transversalité pour l'ensemble des établissements de l'association, pour qu'on puisse accompagner les 472 usagers que la page prend en charge sur l'ensemble du territoire et sur les deux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Le SAISPAGE est un établissement qui a vu le jour en 1989. Nous intervenons de façon transversale, c'est-à-dire nous n'avons pas d'usagers sur le site, mais c'est une équipe mobile qui se déplace pour aller rencontrer les usagers dans les autres établissements. Donc nous intervenons sur deux champs d'action, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle. Alors aujourd'hui, l'équipe est composée de 2 secrétaires, une CESF, une psychologue et 4 chargés d'insertion. Et aussi un comptable pour les chiffres, et moi-même le directeur. Je suis éducatrice spécialisée au SAISPAGE. Le SAISPAGE, c'est le service d'accompagnement et d'insertion sociale et professionnelle pour adultes et jeunes handicapés. Nous nous situons à Petit-Bourg, nous sommes un service de l'APAJH. Et donc, la mission de notre service, c'est promouvoir l'insertion sociale et professionnelle des personnes adultes et jeunes handicapés accueillis à la page. Nous avons 3 grands axes sur lesquels nous intervenons. L'accompagnement social, l'accompagnement professionnel et également l'accès aux loisirs. Donc aujourd'hui, en termes d'insertion professionnelle, nous avons travaillé déjà avec pas mal d'entreprises de la place où des personnes en situation de handicap des établissements de la page, particulièrement les satalisés, a été embauchées et ces personnes sont des salariés aujourd'hui
que le SAISPAGE accompagne, parce que la page aussi a voulu avoir un service pour accompagner les personnes, mais au-delà même de l'insertion professionnelle, de façon à ce que le chef d'entreprise ne puisse pas rester en cas de problème seul avec la personne en situation de handicap de son entreprise. Ma mission, moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est en fait restaurer les capacités de socialisation, d'autonomie et d'insertion des personnes que nous accueillons. En termes d'insertion sociale, nous intervenons dans le cadre de démarches administratives avec ces personnes-là, l'accès au logement, le maintien, le renouvellement, le soutien à la parentalité, parce que nous avons des personnes en situation de handicap qui sont pères et mères de famille, donc nous devons accompagner ces personnes-là. Et aussi, nous avons un gros volet que nous développons sur le sport et la culture pour les personnes en situation de handicap. C'est un métier qui est très riche, qui est passionnant, où l'éducateur doit être engagé, déjà avoir un engagement très fort personnellement. Il doit avoir la capacité de prendre du recul. Il doit avoir une solidité personnelle parce que, en fait, ça lui permet de fournir un repère stable aux personnes qui l'accompagnent. La posture associative de la page, c'est de revendiquer, bien évidemment, parce que le droit n'est pas égal pour tous, et donc il faut le faire vivre, conquérir de nouveaux droits, mais on ne peut pas être dans l'affrontement permanent avec les pouvoirs publics. Et donc c'est aussi cette position de partenaire des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, et de leur dire bon, on est là pour vous aider. Donc avant les élections municipales, on l'avait fait avant les présidentielles, avant les législatives, avant les élections municipales, on interpelle les candidats républicains, pour leur dire si vous étiez élus sur le champ du handicap, que feriez-vous? Et on leur avait tracé quelques pistes pour dire voilà les terrains où il faudrait s'investir. Les élections passent, ce n'est pas nous qui choisissons les élus, c'est le peuple. Donc ensuite il faut travailler avec ces élus. Donc on revient vers eux en leur disant vous êtes élus, vous avez 6 ans devant vous, et en 6 ans, on compte sur vous pour faire bouger les lignes dans votre commune si on s'adresse au maire. Et donc on a bâti ce document, Pacte Handicap 2014-2020, donc c'est le temps de la mandature, où on a repéré 5 axes sur lesquels on demande aux municipalités de s'investir. Et je demande à chacune des associations départementales, avec ce document, d'aller rencontrer une mairie, 2 mairies, et sur 3 mairies, et sur les 6 ans, les accompagner, faire tous les ans le point pour dire ben là on a bien bougé, là on n'a pas avancé, alors, sans faire un tableau d'horreur, mais faire avancer, impulser. Nous, notre objectif, c'est bâtir une société inclusive. Alors, il y a plusieurs façons, hein. La révolution, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera aujourd'hui ou demain matin, ou faire des évolutions, mais des évolutions franches, marquées, et en les contrôlant et en les aidant à progresser. Voilà la démarche. J'ai souhaité que M. Garcia, président de la Fédération APAGE, soit des nôtres pour l'inauguration du SACS, pour l'Assemblée Générale, pour le trophée Kawiki Rapage, parce que je trouve que Jean-Louis Garcia a une très haute écoute de ce que nous faisons. Il comprend beaucoup la problématique de la page Guadeloupe. Et chaque fois qu'il vient, on a des échanges approfondis et comparatifs. Et ça, nous en avons besoin. Il faut que vous sachiez que souvent, il y a des innovations que nous faisons en Guadeloupe et lorsque le président fédéral passe, il s'en rend compte et il va répercuter ça sur les autres AD. Et ainsi, nous servons souvent d'exemples, de modèles. Je viens ici, je trouve des choses qui fonctionnent bien, qui innovent et qui avancent sur des dispositifs respectueuses des hommes et des femmes et respectueuses de ceux qui souffrent le plus. On l'a vu avec les jeunes autistes, où on est quand même dans quelque chose de très très difficile, et de voir avec quel soin on s'occupe, le prendre soin est majeur, ça donne des idées pour l'avenir.
Le SAC, c'est un service d'accompagnement comportemental spécialisé qui accueille les enfants de 3 à 20 ans, les enfants et les jeunes du coup. Et dans ce cadre-là, il dispense une activité basée sur le comportement, une analyse appliquée du comportement. L'expérimentation, c'est vraiment basé sur la méthode de prise en charge qui est l'ABA, l'analyse appliquée du comportement. Alors cette méthode est connue en métropole. En Guadeloupe, nous n'avions pas encore de centre dédié à l'ABA. Donc c'est ce que SAC a essayé de mettre en place. C'est pour ça qu'on a eu l'accord seulement pour 10 enfants. Et dans ce cadre-là, on regarde si cette méthode fonctionne. On sait que globalement dans le monde, ça a fonctionné. Aux États-Unis surtout, on a eu vraiment beaucoup d'études. Au Canada également. Mais là, c'est vraiment d'apporter concrètement en Guadeloupe, de voir comment c'est mis en place avec les enfants et de prouver qu'ils ont une progression. Donc d'ores et déjà, on sait déjà qu'il y a des enfants, c'est visible, hein, qui ont progressé sur certains points plus que d'autres. En fait, ça dépend des enfants et de la simulation qu'ils auront rencontrée pour chaque activité. Quand nous accueillons des enfants, la première partie, c'est leur évaluation. Donc on évalue leurs compétences au niveau du langage, les compétences au niveau de leur autonomie personnelle, les compétences dans les divers domaines du développement de l'enfant. À partir de là, on rédige avec les parents, il y a un grand échange avec les parents sur les objectifs qu'ils veulent pour leur enfant. Et donc on établit le projet éducatif individualisé. Donc l'analyse appliquée du comportement, ce sont des techniques éducatives. Pour permettre aux enfants d'apprendre, on donne une conséquence agréable après avoir guidé le comportement qu'on cherche à se voir reproduire. Par exemple, un enfant qui ne sait pas jouer à un simple jeu de société, on va donner une conséquence, par exemple des félicitations, après qu'il ait lancé le dé. Ce qui va faire que le comportement de lancer le dé va se reproduire. Donc c'est tout simplement le principe de renforcement. Et dans cet exemple, les félicitations, ce sont des agents renforçateurs. Et donc c'est notre base technique de travail pour permettre aux enfants d'évoluer dans les différents domaines qui sont écrits dans leur projet éducatif individualisé. Alors on va dans le groupe d'écran où on va retrouver Pierre. C'est aussi la salle de Mario, là celle qui était au niveau du réfectoire. Donc Pierre qui est en train de faire une activité, donc c'est un renforçateur. Il est avec son puzzle. Pierre qui est accompagné de son AMP, Sylvie. Ce qui est fait en fait, on appelle ça un agent renforçateur dans notre pratique, mais on pourrait dire que c'est un moment de détente. C'est-à-dire que quand il a fait une plaquette de 3 activités, il a droit à un moment où il se détend pour pouvoir continuer les autres activités. Et lui, donc ces moments-là sont souvent des activités choisies, aimées par les enfants. Lui, sa passion, c'est les puzzles, donc c'est pour ça qu'on le trouve au puzzle. Donc là, Ethan travaille tout ce qui est motricité et après il va essayer de placer les anneaux autour de plots. Donc là, ça travaille vraiment tout ce qui est motricité fine et en même temps motricité du corps en général. Super, on enjambe encore. En général, nos séances sont filmées, donc on voit là-bas le petit caméscope, ce qui permet aux AMP d'avoir un recul sur leur travail et même quand on a nos séances, nos réunions avec Myriam Niçoise, la psychologue, donc on regarde certaines vidéos pour pouvoir apporter des aides concrètes sur leur travail. C'est vrai qu'on apprend à des enfants à faire des choses basiques de la vie de tous les jours qui sont simples pour nous, comme tout simplement le fait de regarder l'autre et on leur ouvre les portes pour d'autres interactions. Donc je trouve que c'est leur apprendre à découvrir le monde et je trouve ça fabuleux et chaque enfant est différent donc au final on apprend beaucoup à travers eux et on se rend compte qu'on est obligé de s'adapter à eux donc on se découvre aussi soi-même et ça nous permet de rester, je trouve, humble dans notre travail et c'est quelque chose qui est très bien. Messieurs et dames, Fatima Nassisé. Yeki, Yeka, Yeki, Yeka, Yemisiki, Yemisika, Yemisiki, Yemisika, Cri, Rap, on dit cri, Rap. Est-ce que la coupe, non, nous pas qu'à dormir. Est-ce que la coupe, non,
Eh bien, si la boue ne dort pas, c'est Isidore qui dort sur le pont, aux côtés de Médor qui mord les sous-dents du vieux corps qui picore au bord du Mirador. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous réunir sous une seule et même appellation pour également vous féliciter et vous remercier. Permettez-moi de vous dire, chers compagnons de route, soyez les bienvenus. Vous êtes ici, présents, à cette belle étape de notre parcours d'accompagnement, comme vous l'êtes ailleurs, chacun à son niveau et dans son rôle, tous en œuvre dans le vaste chantier de la solidarité active. Merci d'être là. Nous sommes ici en effet pour une opération un peu particulière. C'est la première que nous faisons, la première du genre. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que ce soit revêtu d'une certaine solennité. Nous n'avons pas encore signé de convention avec d'autres associations. Par contre, quand les responsables nous ont présenté leur programme, nous avons pensé que ça ne pouvait que nous intéresser, puisqu'il faut savoir que la PAJH, c'est la seule association du département qui dispose de services spécifiques, le SAISPAJ, comme on dit, qui s'occupe de la prise en charge totale. Pour les personnes en situation de handicap, il est évident qu'il faut que l'on soit ambitieux et que dans nos têtes, on n'interdise rien. Et donc, un homme, une femme en situation de handicap, c'est d'abord un homme, une femme. Et la culture est constitutive de notre identité, de notre humanité. Donc il faut que l'on s'organise quand on accompagne ces personnes pour qu'elles aient accès à tout, et en particulier à la culture. Je suis Marie Fraisse, présidente de l'association Nous Soti. Notre association a pour but de lutter contre l'exclusion sous toutes ses formes, et notamment par le biais de l'accès à la culture. Et aujourd'hui, on a signé avec votre association La Page, et on est très heureux de l'avoir fait, La Page qui a une dimension nationale. Nous démarrons, mais nous sommes ambitieux, nous avons envie vraiment de réussir, et ce partenariat pour nous, c'est une chance. Vous ne pouvez pas refuser à Madame Casset, la présidente de La Page, disons, cette attention. C'est quelqu'un que la ville a voulu, comment dirais-je, mettre à l'honneur en donnant à la médiathèque de la ville son nom, la médiathèque Bernadette Cassin. On a voulu reconnaître tout le travail qu'elle a fait
non seulement en tant que directrice d'école, mais aussi au niveau de l'économie sociale et solidaire, et ces prises de passion véritables pour la personne différente, pour le monde, comme on dit, assez de façon, disons, commode, le monde de l'handicap. Je crois qu'au départ, j'ai choisi un métier qui s'appelle éducateur spécialisé. Je suis fils de réfugiés politiques espagnols. Donc j'ai baigné dans un bain de... J'étais le fils de l'espagnol quand j'étais à l'école tout petit. Donc ça, c'est des choses qui marquent une existence. J'ai commencé très tôt avec l'association APAGE à Basse-Terre à l'époque. C'était en 1982. Je travaillais dans les AT Alizé à Basse-Terre, où la population est différente, c'est vrai. Mais j'ai découvert le handicap à ce moment-là. Bon, je suppose que j'avais déjà des aptitudes. Au départ, je suis technicien agricole, donc j'ai fait une formation au lycée agricole de la Martinique, ensuite au lycée agricole de la Guadeloupe. Et puis j'accueillais, c'est tout simple, dans l'entreprise où je travaillais, j'accueillais des jeunes, des travailleurs, des usagers de l'ESAT. Et le directeur de l'époque a voulu que je vienne. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a des rendez-vous. Donc on a toujours rendez-vous avec quelque chose dans la vie. C'est vrai, dans mon parcours professionnel, j'ai eu rendez-vous avec le handicap très tôt. Étant étudiante, stagiaire, j'ai eu l'occasion de travailler justement ici, d'ailleurs dans ce module, à Vieux-Fort, donc je connaissais déjà un peu le public. J'ai eu l'occasion de faire un premier stage, donc je ne connaissais pas l'autisme. Et j'ai été en stage avec une jeune adulte et tout le monde me disait que ça pouvait être difficile parce qu'il peut y avoir des troubles du comportement. Et en fait, j'ai trouvé que j'avais une grande patience, que je cherchais plutôt à essayer de comprendre pourquoi ils avaient tel ou tel comportement et tout simplement l'envie de les aider à évoluer. La cause de l'APAGE, c'est Emmanuel Albon qui m'a fait épouser cette cause parce que j'étais sous son autorité au CAVA. Il était mon chef de service. Et je l'ai remplacé quand il est parti à l'APAGE pour ouvrir les Atalisés. Et il m'a toujours dit quelque chose qui s'est réalisé, c'est que je reviendrai te chercher. J'étais instituteur spécialisé, donc j'avais en classe des enfants en situation de handicap. Et je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup à apporter à... Moi j'avais de jeunes ados, à apporter à ces jeunes ados. Quand le projet de s'occuper de personnes traumatisées crâniennes a été mis au goût du jour au niveau de l'association, il m'a été demandé si ça m'intéressait de diriger, donc j'ai relevé le challenge. Je me suis imprégné de la question sur la question du handicap et l'inadaptation sociale sur le département et je me suis formé afin d'être un collaborateur efficace pour l'association APAGE Guadeloupe et répondre à tous les défis et les challenges que l'APAGE aura à relever dans les années à venir. J'ai entendu dire qu'il y avait un poste, qu'on cherchait un éducateur spécialisé aux femmes, au module de Vieux-Fort, donc j'ai postulé, j'ai été acceptée. J'ai passé les formations pour être cadre et je suis devenu cadre en 2002 où j'étais au module de Basse-Terre jusqu'en 2009. Et depuis 2009, je suis au module de Bémaro. C'est ainsi qu'en 1994, il m'a proposé de venir à les Atalisés pour être directeur adjoint. Très très vite, j'ai milité à l'APAGE. Je milite à l'APAGE depuis 1976. Ça va faire 40 ans. Donc j'ai dû découvrir la population des personnes traumatisées crâniennes, des lésions cérébrales, et puis après faire une formation pour devenir effectivement directrice. Et puis après, j'ai pris des responsabilités dans mon département, et puis au niveau national, au conseil d'administration, la retraite approchant, donc du temps libéré. Mais voilà comment l'utiliser intelligemment et avec une activité, un engagement d'intérêt général. C'est un militantisme presque, mais qui participe pour moi au sens que je donne à mon pays. Aujourd'hui, là où je suis extrêmement satisfait de ce que j'ai porté à mon pays. Je suis rentré à l'APAGE, il y avait 2 établissements, aujourd'hui il y en a 8.
Quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap appréhende le handicap, a peur de la personne en situation de handicap, parce qu'elle est différente, parce qu'elle n'est peut-être pas aussi belle que ce que l'on pourrait imaginer. Il y a une espèce de rejet. On était à la caisse allocation familiale hier et on a bien entendu ce que nous disaient les cadres. Au début, ils appréhendaient. Puis le chemin se faisant, ça passe. Donc il y a cette première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que le handicap n'a pas toujours été la préoccupation majeure des pouvoirs politiques. Donc il y a tout ce travail de conviction à porter auprès des élus et à partir des élus de la population. Quand on regarde l'Europe, et en particulier l'Europe du Nord, la France est très mal placée. On a commencé par prendre les personnes en situation de handicap et les mettre dans des structures. Alors que les pays du nord de l'Europe ont commencé par jouer l'inclusion sociale avec tout le monde. Et aujourd'hui, le mouvement que nous vivons, timide en France, c'est le passage de l'établissement vers le monde ordinaire, vers le vivre ensemble. Ce que fait la page de Guadeloupe, qui prend des gens d'un ESAT et qui les met à la CAF pour travailler avec les autres. Donc eux, ils sont déjà sur cette démarche. Mais il faut complètement renverser la dynamique qui a été mise en place de d'abord mettre dans des établissements. Le travail qui se fait ici est un travail qui est très important, donc il faut éviter bien sûr de se tromper dans le tri des pièces. Ça demande une bonne connaissance, non seulement des documents, mais en plus des services. Il y a 3 agents liés à la page qui travaillent avec nous, plus le moniteur M. Van Gout. Là, vous avez donc l'organisation, là c'est tout ce qui est ventilation. Donc grâce à ces petits meubles, ces petits casiers, donc ça nous permet de ventiler les pièces en fonction donc, des services et des pièces de leur nature. Ce courrier, en gros, part dans la partie maintenant GED, gestion électronique des documents. Donc ça, c'est l'appellation électronique, mais il y a vraiment une partie manuelle qui est très importante. Si elle n'est pas réussie, la partie électronique, elle ne peut pas aboutir. Moi, je suis en train de vidéocoder les pièces que j'ai scannées là tout de suite. D'accord. Voilà. Et là, je suis en train de mettre les codes pièces. D'accord. À chaque feuille. Donc c'est le travail que vous avez fait là-bas, Voilà. La suite est ici. Voilà. Très bien. Et comment vous vous sentez dans ce travail? Bien, ça va. Ça vous plaît? Oui. Vous faisiez quoi avant? Eh bien, je suis à l'ESAT de Limao. Oui, et vous faisiez quoi? Je suis dans l'imprimerie. Ah oui. Atelier imprimerie. D'accord. Et vous préférez où? Eh bien, ici, puisque, bon, maintenant, là... C'est parti. Ah oui. Eh bien, j'aurais bien aimé aussi trouver un emploi. Aussi. Oui, mais ça vous donne une expérience d'être ici. Aussi. Hein? Mais c'est vrai que j'ai déjà fait pas mal d'endroits. Ici, il serait temps de me poser. Ah ouais. Vous avez des idées? Eh bien, si, par exemple, on me dit bingo pour ici, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi? C'est là que vous avez une compétence. Oui. Hein? C'est vrai, j'ai déjà fait RFO, j'ai déjà fait la CAF, j'ai déjà fait la Sécu, j'ai déjà fait quand même le Crédit Agricole. J'ai déjà tourné. Ouais. Vous allez trouver? Espérons. L'appréhension qu'on pouvait avoir, tout à fait au début. Qui est naturel. On était en train de se poser, mais est-ce qu'on va pouvoir réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas créer des difficultés? Eh bien, c'est cette appréhension, et c'est ça l'expérience. L'expérience aujourd'hui, c'est de dire que du personnel en situation de handicap, si l'handicap est adapté à la mission, à la fonction que les agents doivent assumer, l'handicap disparaît. On ne voit plus l'handicap de la personne. Et ça, ici, les SAT, dans l'équipe du courrier et de la GED, gestion électronique des documents, l'équipe ESAT est intégrée, et comme tous les autres agents que nous avons dans le service. Et merci d'être passé nous voir. C'est normal, c'est normal. Moi,
je fais un peu un tour de piste là, dans le département et voir les expériences réussies pour après les dire à Paris, c'est important. Dire voilà, ça existe, ça marche, ça fonctionne, ça met pas le bazar dans une entreprise, et donc ça doit être reproduit ailleurs. Non, on s'est organisé pour justement bien préparer cette démarche-là. Et très sincèrement, j'ai pas eu de situation de rejet du tout, ni des agents. Il y a plus une intégration réussie puisque, bon, disons, État acteur social s'occupant des personnes en situation de handicap, si on n'avait pas réussi ce challenge-là, donc on ne serait pas dans le respect de nos missions. Comment prévenir? Comment prendre très tôt en charge les enfants qui sont marqués par un handicap? Nous ne voyons pas assez de volonté, de force, de détermination là-dessus. Nous n'avons qu'un seul CAMS au Bas-Terre, avec une file d'attente impossible. Des enfants qui attendent 2 ans, 3 ans avant d'être pris en charge. Donc on ne peut pas appeler ça un progrès. Nous manquons d'un certain nombre de spécialistes. On ne trouve pas forcément sur le terrain des personnes en termes d'orthophonie, en termes de psychomotriciens. On ne trouve pas de personnes à recruter. Et ces pans du handicap restent encore en souffrance. Ici, la Grande Terre, sur la Grande Terre, on a ouvert en 2002. Parce qu'on travaillait à Vieux-Fort, on a commencé par Basse-Terre, puis Vieux-Fort, et c'est le médecin psychiatre qui était avec nous à Vieux-Fort. Quand il a vu le travail qui se faisait, il a souhaité ardemment qu'il y ait un module qui s'ouvre sur Vieux-Fort. Donc à partir de là, le directeur m'a demandé si je voulais bien être responsable sur ce module. J'ai accepté. Et voilà, donc c'est ouvert depuis 2002. Et il y a encore des parents qui demandent, parce qu'il y a encore des demandes, beaucoup de demandes. Parce que quand les usagers ressortent d'IME et qu'ils ne peuvent pas réintégrer certains circuits, il faut encore de la place, quoi. Il y a des départements d'outre-mer où des structures n'existent pas encore. Je vais aller en Guyane en novembre inaugurer un IME pour enfants polyhandicapés. C'est le premier IME qui va exister en Guyane pour ce type de difficultés. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, 2015, un petit relevant du polyhandicap, il est expédié en métropole, tout seul, ou avec les parents, ou il reste à la maison, sans aucun accompagnement. C'est de la maltraitance d'État. Nous sommes heureux d'être ici, c'est bien différent de Morne-à-l'Eau, les usagers sont contents et c'est vraiment une petite maison, la maison, une des maisons de la page. Ouais. Voilà. Ils sont combien? Ils sont 15, les usagers sont 15. Le quota est de 15, ils sont bien sûr en semi-internat, ils arrivent le matin, on leur propose un panel d'activités. Donc les activités sont diverses, ça passe de l'équitation à justement la natation, la gymnastique à la piscine, la gymnastique aquatique. Ils ont des activités aussi manuelles. Ils participent aux tâches ménagères, comme vous le voyez, il y a un panneau qu'on a mis avec des pictogrammes de façon à ce qu'ils puissent se repérer. Les différentes tâches. Voilà. Et surtout, on accompagne beaucoup de photos des activités qu'ils font, voire même de vidéos et beaucoup de films de façon à ce qu'ils puissent se voir. Et au niveau de la communication, on travaille beaucoup avec le micro de façon à ce qu'ils puissent s'entendre. Et là, nous avons vraiment des résultats. Nous avons un jeune notamment qui ne parle pas beaucoup et en ce moment, il chante. Et on comprend très bien les paroles et tout. Nous essayons de faire au mieux et nous sommes vraiment contents. L'équipe est contente des résultats. Je suis éducatrice spécialisée donc, aux femmes, au foyer d'accueil médicalisé Flamboyant sur le module de Vieux-Fort. Donc il y a une capacité de 25 adultes.
Ils sont tous âgés de 18 ans jusqu'en fin de vie, c'est-à-dire que c'est d'eux-mêmes s'ils décident de ne plus vouloir vivre en collectivité. Donc on propose différentes activités, poterie, artisanat, en plastique, sport, bibliothèque, peinture, voilà, c'est assez varié. Moi je suis responsable du pôle éducatif, donc je coordonne une équipe de 5 AMP, un éducateur sportif. J'écris les différents projets personnalisés en collaboration avec la psychologue, avec l'équipe aussi éducative. Donc je rencontre les familles, toujours avec la psychologue, avec l'infirmière si nécessaire parce qu'on a un pôle médical puisqu'on est un foyer médicalisé. Donc on a une infirmière sur place. J'ai mis en place une activité, des ateliers psychothérapeutiques autour de la musique, de l'art, du rire, pour les aider à soit ressentir une sensation de bien-être, soit les aider à exprimer leurs émotions, leurs angoisses à travers la peinture par exemple, etc. Ou sinon, j'ai mis en place aussi un projet d'animation pour les redynamiser, renouer leurs liens par rapport au foyer. Donc ce sont des journées à thème qu'on essaie de mettre en place une fois par semaine. Travailler avec ce public, ça demande beaucoup de patience, de l'écoute, parce que c'est vrai que c'est un public assez limité, qui ont des difficultés à dire leurs émotions et tout leurs ressentis. Donc c'est vrai que là on se rend compte que travailler avec un public comme ça, c'est véhiculer de l'amour, de l'épanouissement pour ces personnes-là, leur redonner de l'énergie. On se rend compte que là, la culture, la religion, la couleur de peau n'a aucune importance. Tout ce qu'il faut, c'est d'être humain, parce que ce sont aussi des êtres humains. Voilà. Nous avons redémarré il y a quelques mois. Donc on est dans la phase où on est en train d'écrire notre projet associatif qui s'inspire vraiment grandement de ce qui est fait par la Page Guadeloupe, puisque nationalement, la Page Guadeloupe est un modèle. Je suis le directeur général de la fédération. Moi, je suis comme Jean-Louis, j'ai beaucoup de plaisir à venir parce que quand je visite les établissements, on voit les établissements qui marchent. Je le dis sans langue de bois, très sincèrement. Moi, je ne peux pas m'empêcher. J'ai commencé ma carrière, j'étais inspecteur d'AS, j'étais directeur général des services dans un conseil général. Donc, j'ai souvent un regard de contrôleur, moi, et de tarificateur. Et donc, je ne peux pas m'empêcher, quand je me déplace dans l'établissement, que ce soit dans une association départementale ou dans les établissements qu'on gère, d'avoir ce regard. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Je pense que vous avez des établissements dans lesquels on mesure les choses ne sont pas faites de façon gratuite. C'est réfléchi, c'est pensé, il y a un projet derrière. Et ça a du sens, ça fait vraiment plaisir. Le projet, c'est tout simplement déjà conforté, il existe.
Vous savez, nous avons en charge une population qui, comme toute population, connaît des évolutions de vie. On commence avec une structure, les personnes accueillies, les usagers ont un certain âge, ces personnes vieillissent par la suite, il faut toujours réadapter, réorganiser. Ce ne sont pas des établissements fixes, définitifs. La Page Guadeloupe a développé à un rythme très soutenu la création d'établissements. Depuis 2000, on n'arrête pas de créer des choses. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur une période de stabilisation et de renforcement. Déjà, on n'est pas dans tous les départements, on est dans 92, donc il nous en manque peu, mais il faut y aller. Donc, les associations départementales de proximité ont comme mission d'aller dans ces départements, de trouver des militants, des personnes intéressées par le sujet, pour bâtir des associations départementales où ça n'existe pas. Notre projet, maintenant là, nous mettons l'accent sur la prise en charge de l'autisme, parce que c'est un gros problème. L'inauguration du SACS samedi, ça répond à ça. Il y a des personnes en recherche de réponses, et donc aider avec les associations départementales à mailler le territoire pour qu'il y ait des réponses partout. Donc c'est surtout savoir évoluer selon la demande les établissements que nous avons déjà mis en place. Moi, le dernier mot que j'ai ajouté, c'est simplement le bonheur d'avoir pu développer toutes ces choses dans mon pays. Moi, j'aime beaucoup les enfants, donc c'est avant tout une passion qui m'a emmenée ici. Le handicap aussi, le fait de s'occuper, de rencontrer des parents militants qui en veulent pour leur enfant, ça donne aussi la niaque de pouvoir aller plus loin. Et c'est ce qui m'a motivée à être aujourd'hui sur le SACS. Je remercie la Page, entre autres, de m'avoir permis de vivre cette expérience. Ça fait 15 ans que je suis là. Et aussi tout le personnel, c'est une activité enrichissante. J'insiste beaucoup sur la prévention. Il faut qu'on fasse très attention, quel que soit dans le domaine dans lequel on se trouve, parce que c'est très facile de devenir traumatisé crânien. La conclusion, c'est que la Page continue d'aller encore plus loin. Et ce que je souhaite, c'est que au niveau de la politique globale de la Guadeloupe, qu'on prenne plus en compte la personne en situation de handicap. Quel que soit le poste, le statut qu'on occupe, c'est d'être humain, quoi. Le reste n'a aucune autre importance. Rencontrer les collaborateurs, les salariés, est important pour les salariés de la Page. 14 000, ça fait du monde. Qu'ils rencontrent directement le président national, qu'ils puissent échanger avec lui, partager des choses. Et au bout, ça donne du sens à leur engagement professionnel, qu'ils fassent le lien entre les valeurs, ce que l'on porte comme discours politique associatif et leur pratique quotidienne avec des enfants ou des adultes en situation de handicap. Et puis mesurer qu'on est ici dans une association départementale qui crée, qui porte, qui innove, qui invente, qui est repérée positivement par les pouvoirs publics. Et ça, c'est considérable comme retour. À la Page, nous recrutons des professionnels pointus. C'est-à-dire que nos techniciens sont des techniciens hautement formés, hautement qualifiés. Seulement, nous leur disons que nous ne nous contentons pas seulement de l'esprit. Chez nous, il y a l'esprit, il y a le cœur. Si le cœur n'est pas là, l'esprit, nous n'en voulons même pas.